Le vendredi 23 juin 2023, à 8h45 du matin, le standard de la police du Hampshire reçoit un appel inhabituel. Une voix masculine, nerveuse et légèrement haletante signale une odeur insoutenable provenant de l'appartement voisin. Ce n'est pas la première fois qu'il remarque quelque chose d'étrange dans le bâtiment, mais cette fois, le malaise est plus fort. L'homme explique qu'il connaît l'occupant des lieux, un certain Stuart Crocker, ancien militaire. Il ajoute qu'il ne l'a pas vu depuis plusieurs jours et que la puissante odeur lui donne la nausée. La conversation est courte. Le policier au bout du fil comprend qu'il faut intervenir sans tarder. Quelques minutes plus tard, une patrouille se rend sur place, dans un quartier résidentiel ordinaire d'Andover, une petite ville tranquille du sud de l'Angleterre. Le ciel est gris clair, la rue silencieuse. Les pavillons et immeubles sont alignés avec une régularité presque militaire, comme si rien ne pouvait venir troubler cet ordre apparent. Mais derrière la porte d'un appartement au 2e étage, la réalité est tout autre. Les agents, 2 hommes en uniforme, montent les marches métalliques extérieures qui grincent légèrement sous leurs pas. Devant la porte numéro 14, ils perçoivent immédiatement l'odeur dont parlait le voisin. Une odeur lourde, mélange d'humidité, de poussière et de quelque chose de plus sombre, de plus organique. Les 2 policiers échangent un regard silencieux. C'est le genre de parfum que l'on reconnaît une fois et que l'on n'oublie jamais. Ils frappent plusieurs fois, annoncent leur présence, mais aucun son ne vient de l'intérieur. Un des agents teste la poignée, verrouillée. Par radio, ils informent le poste de police et demandent l'autorisation de forcer la porte. Quelques secondes plus tard, après validation, un coup sec sur le loquet suffit à briser le mécanisme. En entrant, la première chose qui frappe n'est pas la vue, mais bien l'odeur, désormais écrasante. La pièce est sombre, les rideaux sont tirés, la lumière du matin filtre à peine, créant un halo pâle sur le sol. Le ventilateur au coin de la pièce tourne lentement, faisant circuler l'air vicié comme pour mieux le répandre. Des papiers sont éparpillés sur une table basse. Sur le canapé, un coussin est tombé au sol, comme déplacé brutalement. Les agents avancent prudemment, appelant « police » à plusieurs reprises. Le silence leur répond. Puis leurs yeux se posent sur un amas au centre de la pièce, une forme rectangulaire recouverte d'une grande couverture blanche. En s'approchant, ils remarquent que la couverture est légèrement tachée et qu'une paire de pieds dépasse à l'extrémité. Les pieds sont nus, immobiles. L'un des policiers soulève un coin du tissu. L'air chaud qui s'en échappe est presque suffocant. En dessous, il découvre le corps d'un homme, visage partiellement couvert, portant encore des traces sombres au niveau du torse. À côté, une lanière de sac à main gît, comme abandonnée après usage. Les traits du visage, malgré les signes du temps et de la mort, correspondent à ceux de Stuart Crocker. Il semble avoir été attaqué avec une violence extrême. Sur la table basse, un mot griffonné attire l'attention. L'écriture est irrégulière, nerveuse. Les policiers se figent un instant. Ce n'est pas seulement une note, c'est une provocation, une signature. En inspectant rapidement les lieux, ils constatent que certaines choses ne collent pas. Un téléphone portable repose sur le comptoir de la cuisine, batterie presque vide. L'évier contient de la vaisselle propre, comme si quelqu'un avait pris le temps de laver après coup. Une porte de placard est entr'ouverte, révélant une boîte de croquettes pour chiens à moitié vide. Et pourtant, aucun chien ne semble présent. Les agents sécurisent l'appartement et appellent immédiatement l'équipe médico-légale. Dehors, le voisin qui avait donné l'alerte attend, inquiet. Il raconte qu'il connaissait Stuart depuis longtemps, qu'il le voyait souvent promener un petit chien, mais que ces derniers temps, il avait remarqué une femme entrer et sortir du logement. Une femme aux cheveux foncés, avec un look assez singulier, qu'il avait vu filmer des vidéos avec son téléphone. À 9h20, l'adresse est déjà bouclée par un cordon de sécurité. Les techniciens en combinaison blanche entrent avec leur matériel. Les photographies de la scène s'enchaînent. Le ventilateur, la couverture, la note, la lanière. Chaque élément est documenté avec précision. Dans la pièce, la tension est palpable. Il ne s'agit pas d'une dispute accidentelle, mais d'un acte mûrement réfléchi. À l'extérieur, un officier prend des notes en interrogeant d'autres résidents. L'un d'eux se souvient d'avoir entendu des bruits sourds
et des éclats de voix dans la nuit du 22 juin, mais n'avait pas osé intervenir. Un autre mentionne qu'il avait vu la femme partir tôt le matin portant un sac volumineux. À 10 heures, l'information commence à circuler dans les canaux internes. La victime est bien identifiée comme étant Stuart Crocker, 62 ans, ancien membre des forces armées britanniques. L'affaire est transmise à l'équipe des homicides. Les enquêteurs principaux savent déjà qu'ils vont devoir agir vite. Le temps est crucial lorsqu'un suspect est encore en fuite. Pendant que l'équipe médico-légale poursuit ses relevés, l'un des policiers trouve un autre morceau de papier, cette fois dans la chambre. Le message est plus court, presque enfantin. « You can't stop me ». C'est glaçant, car cela révèle non seulement un mépris pour la loi, mais aussi une confiance insolente. À midi, la dépouille est emportée pour autopsie. Le corps montre des signes évidents de lutte, ecchymose sur les bras, multiples plaies au torse et la marque nette laissée par la lanière autour du cou. La brutalité de l'attaque choque même les agents expérimentés. En quittant l'appartement, un enquêteur jette un dernier coup d'œil à la pièce principale. Le ventilateur continue de tourner, inlassable, comme un témoin muet de ce qui s'est passé. L'air, toujours saturé d'odeur, semble retenir les échos de la violence. L'enquête ne fait que commencer, mais déjà, une question obsède tout le monde. Qui est cette femme et pourquoi a-t-elle frappé avec une telle rage? Pour comprendre la portée de ce crime, il faut revenir sur la vie de Stuart Crocker. Né en 1961 dans la région du Hampshire, il grandit dans une famille modeste où la discipline et le travail tenaient une place centrale. Dès son adolescence, il se distingue par une carrure athlétique et un sens aigu de l'ordre. À 18 ans, il s'engage dans l'armée britannique. Pendant plus de 2 décennies, Stuart sert dans diverses unités, dont certaines déployées en zone de conflit. Ses collègues le décrivent comme un homme sérieux, réservé, mais toujours prêt à protéger ses camarades. Les missions auxquelles il participe sont exigeantes, parfois marquées par la violence et la perte. Comme beaucoup d'anciens militaires, il revient au pays avec des souvenirs difficiles et des blessures invisibles. Un syndrome de stress post-traumatique que lui-même reconnaît à demi-mot. Après sa retraite des forces armées, Stuart tente de mener une vie plus calme. Il s'installe à Andover dans un appartement modeste mais ordonné, presque spartiate. Les murs sont décorés de photos de ses années de service, de quelques médailles soigneusement alignées et d'images de paysages qu'il affectionnait. L'armée reste une partie essentielle de son identité. Pour combler le vide laissé par sa carrière, il s'investit dans des activités simples, jardinage, promenade, lecture. Mais plus que tout, il se prend d'affection pour un petit chien, un compagnon constant qui l'accompagne partout. Dans le quartier, on le voit souvent marcher d'un pas régulier, la laisse en main. Ce chien devient plus qu'un animal. Il est une présence rassurante, un lien affectif fort dans une vie parfois marquée par la solitude. C'est dans ce contexte que Stuart croise la route de Winter Swan Miller. Leur rencontre exacte reste floue, mais plusieurs voisins affirment qu'elle venait régulièrement rendre visite à Stuart. Au début, il semble l'avoir accueillie avec gentillesse. Elle, plus jeune et extravertie, contraste avec son tempérament discret. Ils discutent, partagent des repas et il accepte même de lui confier parfois son chien. Cette proximité intrigue certains résidents, mais rien ne laissait présager la suite. Peu à peu, des tensions apparaissent. Plusieurs témoins se souviennent de disputes audibles à travers les murs. Les sujets de conflit ne sont pas clairs, mais un thème revient, le chien. Stuart, très attaché à son animal, refuse qu'on en dispose librement. Pourtant, Winter insiste pour l'emmener, parfois pour plusieurs heures. Un voisin raconte avoir entendu Stuart dire un jour, sur un ton ferme, « Ce chien, c'est tout ce qu'il me reste ». Ces mots résonneront tragiquement après les événements. La santé mentale de Stuart est fragile. Ses proches savent qu'il traverse des périodes d'anxiété, parfois aggravées par ses souvenirs militaires. Mais il garde un certain contrôle, et son quotidien reste structuré. Jusqu'au moment où, selon certains témoignages, Winter lui annonce que son chien a disparu. La version varie. Certains disent qu'il s'est enfui, d'autres qu'il a été confié à une tierce personne. Pour Stuart, c'est un choc brutal, une perte qu'il vit comme une trahison. Les jours qui suivent sont marqués par une tension palpable.
Stuart sort moins, parle peu, et son regard se perd souvent dans le vide. Des voisins affirment l'avoir vu attendre devant sa porte, comme s'il espérait le retour du chien. Dans son appartement, il garde toujours la gamelle et les jouets en place, refusant d'accepter l'absence. C'est dans cet état émotionnel déjà fragile qu'il reçoit la visite fatale. Les enquêteurs établiront plus tard que, la veille de sa mort, Stuart avait été vu discutant avec Winter dans un ton qui semblait animé. Un voisin, intrigué, avait même tendu l'oreille et entendu le mot « chien » répété plusieurs fois, suivi d'un claquement de porte. L'autopsie confirmera que Stuart a tenté de se défendre lors de l'agression. Les ecchymoses sur ses bras correspondent à une lutte physique. Mais face à un assaillant déterminé et possédant l'effet de surprise, il n'a pas eu le temps de réagir pleinement. Les blessures montrent un acharnement particulier, un excès de violence qui dépasse l'intention simple de neutraliser. Cela laisse penser à une attaque motivée par une colère intense ou un désir de vengeance. Dans la mémoire des habitants du quartier, Stuart Crocker restera cet homme discret, marqué par son passé militaire, mais adouci par l'amour qu'il portait à son chien. Sa mort brutale choque profondément, car elle contraste avec l'image qu'ils avaient de lui. Celle d'un survivant, habitué à affronter des épreuves, mais qui a trouvé la fin de sa vie dans le calme apparent d'un appartement anglais. Pour les enquêteurs, il ne fait plus de doute que la clé de cette affaire réside dans la relation entre Stuart et Winter Swan Miller. Le mobile semble lié à la disparition du chien, mais les raisons exactes et surtout l'escalade jusqu'au meurtre restent à éclaircir. Ce lien émotionnel fort, détourné et exploité, pourrait expliquer l'intensité de la violence exercée. La suite de l'enquête devra déterminer si cette tragédie a été préméditée ou déclenchée par un moment de rage incontrôlée. Winter Swan Miller n'est pas une inconnue des réseaux sociaux. Âgée de 23 ans au moment des faits, elle s'est forgée une petite notoriété sur TikTok, où elle partageait des vidéos de danse, de maquillage et de tranches de vie. Ses cheveux bruns souvent coiffés avec des mèches colorées, son style vestimentaire oscillant entre gothique et streetwear, et son ton parfois provocateur attirait un public jeune, sensible aux esthétiques marquées et aux personnalités affirmées. Originaire du nord de l'Angleterre, Winter a grandi dans un environnement familial instable. Ses parents se séparent alors qu'elle n'a que 9 ans. Elle vit tour à tour chez sa mère et chez son père, sans jamais trouver un vrai sentiment d'ancrage. Au lycée, elle se heurte à des problèmes de discipline, alterne entre périodes d'isolement et recherche constante d'attention. Les témoignages de camarades de classe décrivent une adolescente imprévisible, charmante et drôle un jour, agressive et distante le lendemain. À 16 ans, elle quitte l'école avant l'obtention de ses examens finaux. Elle enchaîne des petits boulots dans la restauration, la vente ou le ménage, mais rien ne dure. Parallèlement, elle s'immerge dans le monde des réseaux sociaux, où elle trouve une forme de validation et de reconnaissance qu'elle ne perçoit pas dans la vie réelle. TikTok devient rapidement son terrain d'expression principal. Dans ses vidéos, des discussions improvisées et parfois des propos polémiques. C'est probablement à travers cette image publique qu'elle attire l'attention, mais aussi la méfiance. Les commentaires sous ces vidéos sont partagés. Certains la trouvent créative et authentique, d'autres la jugent excessive, immature, voire manipulatrice. Pour Winter, ces critiques semblent glisser, mais selon plusieurs proches, elles alimentent en réalité une sensibilité exacerbée au jugement. La rencontre avec Stuart Crocker se fait, selon les enquêteurs, dans un contexte banal. Elle aurait croisé son chemin dans un parc où il promenait son chien. L'animal, sociable, aurait facilité le contact. Stuart, d'ordinaire réservé, semble l'avoir trouvée vive et intéressante. Les visites se multiplient. Pour Winter, cet homme plus âgé représente une forme de stabilité matérielle et d'attention. Pour Stuart, elle apporte de la compagnie dans une vie parfois monotone. Au fil des semaines, Winter prend une place plus importante dans son quotidien. Elle lui demande parfois de l'argent pour dépanner, emprunte des affaires, reste dormir. Des voisins la voient entrer avec de grands sacs, en ressortir avec d'autres. Personne ne sait exactement la nature de leur relation. Était-elle purement amicale? Était-elle marquée par une dépendance financière ou bien par un attachement émotionnel ambigu? Les témoignages divergent. Ce qui est certain,
c'est que le chien devient rapidement un point central de friction. Winter aime l'animal, mais pas dans le même sens que Stuart. Là où lui y voit un compagnon irremplaçable, elle semble y voir un accessoire, une présence qu'elle peut s'approprier. Plusieurs fois, elle l'emmène sans demander clairement, parfois pour l'inclure dans ses vidéos TikTok. Stuart commence à exprimer son désaccord, craignant pour le bien-être de l'animal. Puis vient l'incident décisif. Un jour, Winter annonce que le chien n'est plus là. Les versions diffèrent. Selon elle, l'animal se serait échappé lors d'une promenade. D'autres témoins affirment qu'elle l'aurait confié à quelqu'un, volontairement. Ce qui est sûr, c'est que Stuart prend la nouvelle comme une trahison irréversible. La relation se détériore rapidement. Les disputes se font plus fréquentes, plus violentes verbalement. Un voisin rapporte avoir entendu Stuart dire, la voix brisée, « Tu m'as pris la seule chose qui comptait ». Les enquêteurs, en retraçant les jours précédant le meurtre, découvrent que Winter poste sur TikTok plusieurs vidéos énigmatiques. Dans l'une d'elles, elle parle de personnes qui ne savent pas quand lâcher prise. Dans une autre, elle danse sur une musique agressive en mimant des gestes de coups de poing. Les vidéos ne contiennent aucune référence directe à Stuart, mais leur ton interpelle. La nuit du 22 juin, Winter se rend à l'appartement de Stuart. Personne ne sait si elle avait prévu ce qui allait se passer. Mais les faits montrent qu'une confrontation éclate. Elle est plus jeune, plus vive physiquement et probablement portée par un mélange de colère et d'impulsivité. L'agression est brutale. La lanière trouvée sur place servira à l'étrangler. Les coups portés montrent un excès de violence qui dépasse le strict minimum pour tuer. Une fois Stuart au sol, elle recouvre le corps d'une couverture et laisse des notes provocatrices, comme pour imposer un récit macabre. Après le meurtre, Winter quitte l'appartement avec calme. Certains voisins la voient descendre les escaliers, sac sur l'épaule, sans signe visible de panique. Dans les heures qui suivent, elle continue d'utiliser son téléphone et publie même une vidéo sur TikTok, sans lien apparent avec l'incident, ce qui donne l'impression qu'elle agit comme si de rien n'était. Cette absence de remords visible, couplée à la cruauté du geste, marque profondément les enquêteurs. Pour eux, il ne s'agit pas simplement d'un crime passionnel. C'est un acte où l'ego, la provocation et l'humiliation jouent un rôle central. La note laissée à côté du corps, insultante et moqueuse, le confirme. Dans les jours suivants, Winter sera localisée et arrêtée. Mais pour comprendre son geste, il faudra analyser non seulement les faits matériels, mais aussi l'univers mental dans lequel elle évoluait. Un univers où les frontières entre provocation et performance et réalité étaient peut-être brouillées depuis longtemps. Après le meurtre de Stuart Crocker, la ville d'Andover reste sous le choc. La police, consciente de la gravité de l'affaire, met immédiatement en place une recherche intensive pour retrouver Winter Swan Miller. Même si elle n'a pas quitté le pays, son absence dans les jours qui suivent le crime alimente les spéculations et les rumeurs. Pour les habitants, chaque visage dans la rue pourrait être celui de la suspecte, et la tension monte dans le voisinage. Le lendemain du meurtre, les enquêteurs analysent minutieusement les images de surveillance et les transactions bancaires. Ils découvrent que Winter a utilisé son téléphone pour se rendre dans plusieurs zones de la ville, mais sans jamais franchir de frontières administratives. Ces déplacements sont rapides et parfois furtifs. Un café tôt le matin, un arrêt dans une station-service, des trajets en bus. Chaque mouvement est repéré, mais elle semble anticiper les contrôles, évitant les caméras principales et modifiant légèrement son apparence, en enlevant ses mèches colorées et en changeant ses vêtements. La police établit un périmètre de recherche autour des quartiers où elle a été vue pour la dernière fois. Les voisins sont interrogés et les réseaux sociaux scrutés. Plusieurs amis de Winter sont contactés. Certains minimisent sa disparition, d'autres révèlent qu'elle se sentait surveillée et craignait la réaction de Stuart après leur dispute. Les enquêteurs se rendent compte que même sans cavale longue ou spectaculaire, chaque décision qu'elle prend maintenant influence la rapidité de son arrestation. Pendant 4 jours, Winter reste introuvable dans sa ville, utilisant des trajets de bus et des amis comme relais. Les forces de l'ordre suivent les mouvements de sa carte bancaire, ses connexions téléphoniques
et coordonne les patrouilles avec des équipes de surveillance dans les zones stratégiques. Les habitants de la ville remarquent des véhicules non identifiés, des policiers en civil dans les cafés, et certains commencent à relater tout comportement suspect à la police. La pression augmente et l'espace pour Winter se rétrécit. Le 5e jour après le crime, l'enquête atteint son point culminant. Les policiers obtiennent des informations précises. Winter a été repéré dans un appartement temporaire à Southampton, chez une amie. Les agents organisent une opération discrète pour l'interpeller sans incident. L'endroit est encerclé. Les forces de l'ordre frappent à la porte et annoncent leur présence. Winter, consciente qu'elle ne peut plus fuir, ouvre lentement la porte. Elle est seule, calme et presque provocante. Les policiers la somment de lever les mains, puis procèdent à son arrestation. Aucun incident violent n'a lieu, mais la tension est palpable. Winter est emmenée dans un véhicule de police, sous le regard de voisins intrigués et de journalistes informés par l'annonce officielle de la police. Pendant le transport vers le poste, Winter observe le paysage défiler. Son expression reste neutre, presque distante. À l'intérieur, elle répond brièvement aux questions des agents, niant toujours avoir planifié quoi que ce soit et affirmant que tout était un accident. Les policiers prennent note de chaque mot, chaque réaction, conscients que ces détails auront un poids considérable lors du procès. Arrivée au poste, elle subit les premières formalités, photographie, empreinte digitale et interrogatoire préliminaire. Elle répète son récit, dispute avec Stuart, panique, tentative de défense. Mais les preuves matérielles s'accumulent contre elle. Fibres sur la couverture, empreintes sur la lanière, messages menaçants et images de surveillance. Chaque élément semble dessiner un chemin inévitable vers la justice. L'affaire Winter Swan Miller attire rapidement l'attention des médias britanniques. Les chaînes d'information, locales et nationales, couvrent chaque étape de la procédure. Dans le tribunal d'Andover, la salle est constamment remplie. Journalistes, voisins, amis et curieux viennent écouter ce qui est désormais présenté comme un crime choquant, autant par sa brutalité que par l'âge de la suspecte. Le juge, impartial mais ferme, rappelle que l'objectif est de déterminer la vérité au-delà des passions et des rumeurs. Winter, vêtue d'une tenue sombre, apparaît calme et détachée, parfois souriante, lorsqu'un détail de l'affaire est mentionné. Ce comportement déroute beaucoup et certains membres du public murmurent sur son apparente absence de remords. L'accusation s'appuie sur une série d'éléments matériels solides. Les enquêteurs témoignent de la scène de crime, le corps recouvert, la note insultante, la lanière retrouvée et les fibres correspondantes aux vêtements de Winter. Le témoignage des voisins confirme sa présence dans l'immeuble la nuit du meurtre. Les messages échangés entre Stuart et Winter, consultés grâce au téléphone saisi, montrent une relation conflictuelle et une escalade verbale. Tous ces éléments sont présentés avec minutie, photo après photo, message après message. Le procureur insiste sur le mobile, le différend concernant le chien de Stuart. Mais il va plus loin. Il décrit la dynamique psychologique. Winter, à travers ses vidéos TikTok, entretenait une image provocatrice, volontairement choquante. Le geste contre Stuart, selon lui, s'inscrit dans cette logique de contrôle, de domination et d'humiliation. Chaque détail de la scène de crime, chaque note laissée, semble corroborer cette analyse. La défense adopte une stratégie différente. Les avocats de Winter insistent sur son âge, son immaturité et les difficultés personnelles qu'elle a traversées. Ils évoquent un environnement familial instable, des troubles émotionnels et une impulsivité marquée. Selon eux, l'acte n'était pas prémédité, mais le résultat d'une confrontation qui a dégénéré. Ils mettent en avant la version de Winter, qui affirme avoir réagi à une attaque supposée de Stuart, et demandent que cela soit considéré comme une circonstance atténuante. Au fil des audiences, plusieurs témoins clés sont appelés. Les voisins décrivent les disputes, la présence constante de Winter et la tension croissante autour du chien. Des experts en comportement analysent les vidéos TikTok, le ton et le langage corporel de la jeune femme, soulignant un mélange d'expression artistique, d'agressivité et de recherche d'attention. Les psychologues témoignent également sur son historique personnel, instabilité familiale, crise de colère et impulsivité. L'audience prend une tournure particulière lorsque la lecture du message final de Stuart est faite devant la cour.
Ces quelques mots, elle est revenue, prononcés dans un contexte menaçant pour lui, sont interprétés par la défense comme un élément de stress pour Winter, renforçant leur thèse de réaction impulsive. Mais pour l'accusation, ces mots deviennent un catalyseur, le point de rupture de la relation qui a conduit au drame. Durant les plaidoiries finales, le procureur insiste sur la nécessité de rendre justice à Stuart Crocker. Il rappelle l'horreur du geste, la préméditation implicite dans la préparation et la mise en scène du corps, ainsi que la brutalité excessive qui dépasse la simple défense. La défense, quant à elle, plaide pour la compréhension et la réhabilitation. Elle met en avant le potentiel de Winter à se réinsérer socialement, si la justice prend en compte les circonstances de sa jeunesse et de sa vulnérabilité. Après plusieurs semaines d'audience, le jury se retire pour délibérer. Les heures deviennent longues, les journalistes attendent dans le hall du tribunal et les proches de Stuart et Winter vivent des moments de tension extrême. Chaque minute est un mélange d'angoisse, d'espoir ou de désespoir, selon la perspective. Enfin, après 3 jours de délibération, le verdict tombe. Winter Swan Miller est reconnu coupable de meurtre avec circonstances aggravantes. La sentence est prononcée, 20 ans de prison, avec une période minimale de 15 ans avant toute possibilité de libération conditionnelle. Le juge souligne la gravité du crime, la préméditation implicite et l'impact durable sur la famille et la communauté. Il mentionne également les efforts de Winter pour maintenir une façade de normalité, notamment sur les réseaux sociaux, qui n'excusent en rien la violence du geste. La réaction de Winter est calme, presque indifférente. Elle écoute le juge, puis quitte la salle sous escorte policière. Les familles, les voisins et le public ressentent un mélange de soulagement et de stupéfaction. L'affaire devient un exemple médiatique de l'influence des réseaux sociaux sur la perception des relations et de la violence. Le procès, dans sa globalité, révèle non seulement la mécanique d'un meurtre, mais aussi les dynamiques psychologiques complexes à l'œuvre. Les enquêteurs, les jurés et les spectateurs prennent conscience de l'importance de la préparation, des détails matériels et de la compréhension du comportement humain. La justice a tranché, mais l'histoire de Winter Swan Miller reste dans les mémoires comme un drame à la fois intime et public.